Alors nous avons une tradition de démarrer à l'heure, mais j'ai appris en visitant Kinéis à Toulouse il y a quelques jours qu'il y avait en fait 13 secondes de différence selon les temps. Donc là, je ne sais pas si je démarre à l'heure ou à moins 13 secondes. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur cette séquence qui va être une belle séquence. On va décoller dans l'espace. On va passer quelques 2 heures et demie ensemble sur le thème de l'innovation qui est accélérée par le domaine du spatial. Et on a des intervenants de grande qualité ce matin. Alors pourquoi on a choisi ce thème qui permet à vous d'être ici aujourd'hui et également aux personnes qui nous ont rejointes en ligne également. Alors aujourd'hui, ce thème spatial, le spatial est présent dans notre quotidien de manière très importante. Tous les matins, ce matin, lorsque vous avez regardé la météo, vous avez fait appel finalement à des données venant de l'espace. Lorsque vous avez utilisé votre GPS pour venir au 32 Hoche, vous avez également utilisé des technologies spatiales. Mais il y a également des matériaux. Vous vous souvenez peut-être que dans une précédente séquence, on a présenté des nanomatériaux qui permettent de faire du blindage sur les satellites et qui ensuite permettent effectivement sur Terre d'avoir des matériaux extrêmement légers. Ce matériau a été aussi léger que la mousse du bain. Mais également les panneaux solaires qui ont été très considérablement accélérés par cette technologie spatiale. Et il y a aujourd'hui de nombreux acteurs privés, publics, start-up, scale-up, qui créent de nouveaux business models et économies et technologies à partir de ces données spatiales. Et ce coût au spatial diminue considérablement. Le prix de lancement d'un satellite aujourd'hui a été divisé par plus de 10. Donc on voit que, notamment avec ces satellites en constellation basse orbite, viennent révolutionner finalement ce monde du spatial. Donc on va explorer aujourd'hui ce rôle du spatial comme accélérateur d'innovation et permettre de voir un peu les opportunités que ça peut nous offrir. Et nous allons commencer par Claudie Aigneret, Madame la Ministre, chère Claudie, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes une femme aux multiples facettes, allant de la médecine à l'astronomie, en passant par la politique et la recherche scientifique. Vous êtes à la fois médecin rhumatologue, docteur ès sciences en neurosciences. Votre carrière dans le domaine spatial débute en 1985, lorsque vous êtes sélectionné comme candidate astronaute par le Centre national d'études spatiales. De 86 à 90, vous travaillez en tant que rhumatologue à l'hôpital Cochin et chercheuse au laboratoire de physiologie neurosensorielle du CNRS. Entre 92 et 2001, vous vous consacrez à l'entraînement d'astronautes à la Cité des Étoiles en Russie. Et en 96, vous participez à votre première mission spatiale, Cassiopée, à bord de la station spatiale Mir, pour une durée de 16 jours. En 99, vous rejoignez le corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Et en 2001, vous réalisez votre deuxième mission spatiale, Andromède, à bord de la Station spatiale internationale, ISS, pendant 10 jours. Puis de 2002 à 2004, là, vous passez dans le domaine politique, vous êtes ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies, et en 2004, entre 2004 et 2005, ministre délégué aux affaires européennes, secrétaire général de la coopération franco-allemande, et ensuite, vous avez été notamment présidente de l'établissement public Universcience, qui regroupe le Palais des Découvertes et la Cité des Sciences de l'Industrie. Donc on a un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de vous écouter. Jingle. Bonjour Christophe, bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup de nous accueillir chez Bouygues, ce grand moment de partage. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de toutes les innovations parce que vous allez avoir des interventions très, très ciblées, très pertinentes et très, très talentueuses dans la suite. Je vais peut-être, pour ma part, vous emmener un petit peu dans ce qui est ce monde passionnant du spatial que j'ai eu la chance de vivre, mais
en se mettant un petit peu à distance, puisque j'ai eu la chance d'aller en orbite, à la fois distance dans l'espace, et je dirais aussi distance dans le temps, parce que souvent quand je m'adresse à des jeunes dans des écoles d'ingénieurs, je dis « je suis une astronaute du XXe siècle ». Ah, bon, 2001, c'était juste la limite pour là. Mais voilà, donc j'ai traversé aussi une période de transformation et j'aime bien partager ces moments. Et je remercie Bouygues tout particulièrement parce que vous êtes entré dans cette transformation, et vous l'avez dit tout à l'heure, Christophe, où on prend de plus en plus conscience que l'espace concerne chacun d'entre nous, chacune de nos entreprises, et que dans le présent et dans l'avenir, c'est vraiment un sujet majeur sur lequel voilà, on est tous intéressés à comprendre et participer. Alors, vous avez rappelé un petit peu ma carrière d'astronaute, et souvent on me pose la question, mais comment de médecin rhumatologue on devient astronaute? C'est pour ça que je mets toujours cette diapo avec le rêve. Voilà, je suis de la génération Apollo, hein, 20e siècle, le siècle dernier, complètement fascinée à l'âge de 12 ans par le premier pas de l'homme sur la Lune, qui a commencé voilà, à nourrir mon imagination, ma curiosité sur ces sujets-là, avec ce jour-là vraiment la porte d'un rêve, un rêve qui était devenu accessible et possible. Et c'est très transformateur pour un jeune enfant qui voit ces moments-là. Alors, il n'y avait pas d'école d'astronaute, et puis le modèle d'astronaute à l'époque, c'était quand même pilote de chasse, pilote d'essai militaire, donc je ne collais pas tout à fait les cases dans... Et je suis devenue médecin, rhumato, mais ça m'avait ouvert la curiosité de voir l'opportunité de cet appel à candidature du CNES en 1985, qui cherchait des astronautes avec un profil plus large, puisqu'on en était à ces stations spatiales avec des laboratoires en orbite, et où on avait donc besoin de chercheurs, de médecins, d'ingénieurs pour mener à bien les programmes scientifiques à bord des stations. Donc la rencontre du rêve, de l'opportunité et de la disponibilité pour y aller, sûrement un petit peu d'audace, de courage qu'on peut avoir quand on a un rêve comme celui-là. J'ai candidaté, j'ai eu la chance d'être sélectionnée, et effectivement partir presque 10 ans en Russie, à la Cité des Étoiles, près de Moscou. Je dis Russie parce que je suis arrivée en 92, hein, même si j'étais astronaute du siècle dernier. C'était juste la transition. J'y suis restée jusqu'à 2001, et j'ai eu la possibilité de faire 2 missions spatiales dans 2 stations spatiales différentes, hein, la station Mir en 96 et puis ISS en 2001. Et je vous ai mis l'image d'ISS parce qu'à cette époque-là, il y avait un module russe et un module américain, 4 panneaux solaires, donc on n'était pas dans les conditions de la station du 21e siècle telle qu'elle est encore exploitée aujourd'hui. Mais voilà, c'était un privilège absolument extraordinaire que de vivre cette aventure et de s'installer au sommet de la fusée Soyouz, dans la capsule Soyouz, pour rejoindre l'orbite basse. Évidemment, quand on arrive dans l'espace, c'est un environnement très particulier, complètement fascinant, mais hostile, bien évidemment. Alors, sur le plan de cette condition particulière qu'est la microgravité, une vitesse de satellisation 28 000 km/h qui fait que vous êtes en chute libre permanente autour de la Terre, et que vous êtes donc dans cette condition de microgravité, ça ouvre des champs de recherche dans le domaine des sciences du vivant, bien évidemment, que ce soit l'humain en médecine, en physiologie, mais que ce soit la biologie animale, la biologie végétale, la biologie du développement, partout où on ne peut pas aller au-delà d'une hypothèse de quelle est l'influence de la gravité sur tel ou tel système, on peut expérimenter dans ces laboratoires dans l'espace, dans cette microgravité permanente. Même chose pour ce qui est des sciences physiques, matériaux, combustion, alliage, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, où bien évidemment le facteur de gravité est souvent une contrainte en fait. Et moi je trouve que dans l'espace, en tout cas sur le plan sensoriel et moteur, physiologique tel que je l'ai ressenti, j'avais vraiment l'impression voilà, d'avoir accès non seulement à la 3e dimension, mais à des potentialités de mon corps qui m'étaient masquées au sol à cause du facteur de gravité. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre aussi ces moments de liberté du corps. Alors je disais environnement hostile parce qu'on est confiné, parce qu'on est isolé, parce qu'il y a des radiations, alors pas tant en orbite basse, mais vous savez que ça sera un problème pour les destinations plus lointaines, hein. Je parle en tant que médecin et chercheur dans ces domaines. Quand on sera sorti de la magnétosphère terrestre, on sera quand même moins protégé par rapport à ces effets de radiation.
J'ai mis rythme circadien simplement pour vous rappeler qu'une orbite autour de la Terre, c'est 90 minutes. Donc quand on regarde par le hublot, 45 minutes de jour, 45 minutes de nuit, mais qu'on vit sur des horaires de 24 heures en communication avec les équipes au sol, bien évidemment. Et puis le mot sortie extravéhiculaire, je vous montrerai les images. Je n'ai pas eu l'occasion d'en faire parce que j'ai fait des vols courts, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau dans une carrière d'astronaute, mais un moment physiologiquement, techniquement, opérationnellement, vraiment très complexe et voire risqué. Facteur opérationnel, quand on est dans une station, il y a la possibilité aussi d'avancer beaucoup, et on y reviendra sur ces sujets d'innovation, de développement technologique nouveau, utile à l'astronaute, utile à des enjeux terrestres, et qui nous pousse à être innovant, je dirais, avec une agilité, une rapidité. On n'a pas trop le temps de se poser les questions, hein. Il faut vraiment apporter les solutions quand on est dans cet environnement hostile. Et puis voilà, on est là aussi pour préparer la suite de cette aventure de l'humanité qui nous emmènera au-delà des destinations orbitales basses, comme on les connaît aujourd'hui. Alors, je vous ai mis quelques astronautes européens que vous connaissez bien. Il y a évidemment Thomas dans un coin, mais Samantha, mais Mathias. Voilà. J'ai rejoint l'Agence spatiale européenne en 1999, donc on a plein d'astronautes talentueux, vous l'imaginez. Alors, l'astronaute du XXe siècle et du XXIe siècle, la recherche qu'on y faisait. Alors, c'est un peu caricatural, mais c'était quand même ça. À l'époque, on avait des super petits appareillages, mais c'était de la science en camping, hein. On sortait notre appareillage, puis ensuite on le rangeait dans un coin pour que le reste de la vie de la station puisse se faire. Aujourd'hui, il y a 10 laboratoires en orbite avec des racks expérimentaux vraiment très, très sophistiqués. On essayait de décrire, c'était les premières étapes de l'exploration. Aujourd'hui, on n'est plus dans la description, on est dans la compréhension des mécanismes. Et à bord, il y a des possibilités expérimentales tout à fait remarquables. Je vous montrerai quelques images avec des véritables laboratoires, des infrastructures de recherche qui sont reconfigurables, alors qu'avant, on montait avec notre matos et puis on ramenait ce qu'on pouvait comme petit échantillon. Il n'y avait pas les transmissions... non, on avait 10 minutes de communication quand on passait au-dessus de l'antenne de la Russie, hein, sur les 90 minutes de l'orbite. Donc, c'était pas toujours évident de gérer même le protocole d'expérience qu'on pouvait faire. Tout ça a complètement changé. Et on est en capacité aujourd'hui d'analyser des échantillons, des réalisations in situ. Alors qu'avant, on ramenait tout au sol pour que ce soit analysé au sol. Et puis là, la dernière phrase qui vous concerne bien, c'est qu'effectivement, on était très recherche académique, institutionnelle, les grands organismes de recherche, les grandes universités, et qu'aujourd'hui, voilà, on est entré dans cette recherche beaucoup plus large, venant d'entreprises privées ou de toute nature, sur les sujets qu'on peut traiter. Alors, les recherches en microgravité, sur les sciences de la vie en particulier, vous voyez là Kate Rubins qui a fait du séquençage d'ADN dans la station spatiale, donc vraiment des performances très importantes. Vous voyez le petit cube rouge dans lequel il y a des organoïdes, des mini-cerveaux qui ont été embarqués donc sur ces architectures en 3 dimensions qu'on peut imaginer avec des neurones, des vrais, hein, pas les neurones artificiels, et puis les cellules gliales et tout ce qui va autour, ou de l'architecture osseuse, là aussi en 3 dimensions. On n'a pas que de l'os cortical, on a de l'os trabéculaire en architecture 3D. Donc voilà, on peut vraiment aller tester ces éléments-là. La même chose pour en physique, fluide, alliage, cristallisation, jusqu'à les nouveaux matériaux. Là, vous en avez parlé. Christophe, ça m'intéresse d'ailleurs s'il y a des protections sur les vaisseaux spatiaux pour les destinations lointaines, de la légèreté de la mousse pour protéger des radiations. Il y a peut-être quelque chose à effectivement pousser un petit peu plus loin, ça nous sera utile. Et j'ai mis par exemple le modèle de vieillissement accéléré réversible. Je vois le temps qui passe, il ne faut pas que je vous embarque trop dans mes sujets, où effectivement, en microgravité, apparaissent des symptômes qui sont très proches de ce qui est le aging, le vieillissement au sol. Troubles posturaux, troubles cognitifs, troubles cardiovasculaires, affaiblissement musculaire, déminéralisation osseuse, typiquement le aging, mais accéléré, puisque ça apparaît en quelques mois et non pas en quelques dizaines d'années, et puis réversible, puisqu'on récupère au retour. Donc vous imaginez, hein, pour les médecins, les chercheurs, c'est quand même un joli sujet de recherche. Et je vous montre aussi tous ces outils absolument perfectionnés qu'on a.
D'ailleurs, là, il y a Alex, tout en bas, qui est en train de voir comment on pourrait imaginer des bétons sans eau. Peut-être ça peut intéresser Bouygues dans certains de ces... Mais, voilà. Et donc, voilà, il y a toutes ces possibilités qui sont offertes. Il y a des imprimantes 3D là-haut à bord, donc vous pouvez fabriquer l'outil dont vous aurez potentiellement besoin. Bien sûr, l'intelligence artificielle commence à être de plus en plus présente sur les aides à la décision et le sera encore de plus en plus dans les vols qui demandent plus d'autonomie sur les destinations lointaines. Et vous voyez, il y a vraiment des appareillages, des labos absolument extraordinaires à bord. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce que les sciences du vivant peuvent apporter comme révolution. Alors, je cite les équipes, bien sûr, du CNES et du MEDES, l'Institut de médecine spatiale à Toulouse, qui travaille beaucoup sur ces sujets. Et puis, à l'ESA, avec un pôle business de commercial privé, entreprise privée sur les sujets de sciences du vivant, qui est très, très développé. Et j'ai lu récemment, je vois, François est là, il doit le connaître, le soin sur Mars projeté comme ça. Comment on va s'y prendre en autonomie pour le soin des équipages? Et ce petit bouquin, super, hein, c'est une belle réalisation du CNES. Génial, génial. Donc on peut faire vraiment plein de choses et ça nous permet de penser autrement. Sur les aspects robotique avancée, pilotage à distance, interface homme-machine et interface femme-machine, hein, c'est pour ça que j'ai mis Mégane avec la machine. À distance, piloter un rover au sol. Ça, c'était Timothy Peake qui pilotait un rover martien qui était à l'ESTEC, le centre technique de l'Agence spatiale européenne. Attraper ces cargos de fret qui arrivent et qui n'ont pas d'amarrage direct avec le bras robotique. Enfin, tout ça, bien évidemment, est très, très performant. Je vais passer vite, vous les connaissez. Là, au milieu, c'est Alex qui se pèse, hein, parce qu'on est en microgravité. Il n'y a plus de pesanteur, donc on ne se pèse pas sur la balance, hein, mais par inertie des vibrations. Le travail musculaire, l'exercice physique, 2 heures par jour pour éviter cette fragilisation osseuse et atrophie musculaire, pour être adapté au retour sur Terre, bien évidemment, puisqu'on revient sur Terre. Et il faut être le mieux possible conditionné. Et puis tous ces petits éléments qui nous rappellent qu'on est des terriens, hein. Les odeurs des fruits, quand un équipage nouveau arrive, il arrive en général avec des fruits et des légumes. La couleur des végétaux dans les serres, qui montre en biologie végétale les développements à bord, parce que voilà, la nuit, si vous allez regarder par le bleu, de temps en temps, vous regardez du côté de la serre, il y en a toujours un qui est planté en train de regarder les salades pousser, parce que ça doit lui rappeler autre chose que son environnement technologique. Voilà, bon, alors comment on dort, comment on se lave les dents sans cracher le dentifrice dans le lavabo, comment on fixe son sac de couchage, comment on regarde la Coupe du Monde de rugby, probablement, là, bientôt, et tout ce qu'on fait aussi dans cette vie extraordinaire qui est celle de la station spatiale en microgravité et la sortie extravéhiculaire, je vous le disais, là, vous sortez. J'ai mis les 2 types de scaphandres, parce qu'il y a quand même des différences entre le scaphandre américain et le scaphandre russe, dans le niveau de pressurisation. Alors, je dis pressurisation parce que voilà, vous êtes dans le vide spatial, hein, et vous avez à manipuler en étant protégé de ce vide spatial dans un scaphandre qui est parfois ergonomiquement pas complètement adapté à la physiologie. Je dis que pour moi, c'était la seule différence d'être homme ou femme dans un équipage et à l'entraînement. C'était l'ergonomie du scaphandre Orlan du côté russe, où effectivement la taille XXL n'est pas obligatoirement celle qui est la plus adaptée à la position de l'épaule, du coude et de la main dans le gant pressurisé. Donc voilà, mais ça évolue. Et justement, la diversité des équipages fait en sorte aussi qu'on fait bénéficier à tous des avancées en ergonomie et en sécurité. Moment absolument magique de contemplation de la Terre. Je vous mets quelques images depuis ce regard depuis la cupola. Je mets celle-ci qui montre, alors encore un peu à minima, il y en a d'autres plus belles, que la Terre est ronde, je confirme, évidemment, qu'elle est finie, qu'elle est protégée par cette très très mince couche d'atmosphère qui fait que c'est la seule planète qui accueille la vie aujourd'hui, telle qu'on l'a détectée. On est en recherche d'habitabilité, de planètes extrasolaires ou de vie de forme prébiotique ou de vie primitive sur Mars, sur les lunes glacées de Jupiter, hein, parce que je parlais de cette superbe mission de JUICE qui est partie il y a quelque temps. Voilà. Mais là où on voit la vie,
c'est sur notre planète Terre, et tout autour, c'est le mystère du cosmos noir, plutôt hostile, et voilà, qui nous fait prendre conscience de la fragilité, tout autant que de la beauté de cette planète. Alors, je vous ai mis quelques images. Je pense que vous suivez tous les astronautes à bord qui nous envoient des images aujourd'hui absolument somptueuses de ces visions de la planète avec ses déserts, ses lacs, ses fleuves. C'est absolument somptueux. On est complètement fasciné, émerveillé chaque fois qu'on jette l'œil par le hublot. Une planète bleue aussi, bien sûr, 75% d'eau et d'océan, avec là aussi des nuances de bleu, cette fois-ci, absolument extraordinaires depuis l'espace, mais aussi des images terribles. Les cyclones très fréquents, très intenses, les éruptions volcaniques, les feux de forêt, les tempêtes de sable qui partent du Sahara pour traverser tout l'Atlantique. Pourtant, l'Atlantique, c'est grand. Moins grand que le Pacifique. Hein. L'orbite qui passe au-dessus du Pacifique, c'est quand même beaucoup de l'eau. On s'en rend pas compte de la taille du Pacifique. Hein. Donc, ces images-là montrent cette vulnérabilité de la planète. Ça, c'est un peu tout ce que j'ai vécu. Alors, vous racontez un peu comment on passe sur aujourd'hui et demain, avec plein de choses nouvelles hein, et qui se transforment au quotidien, je dirais. Les astronautes, déjà, hein, je vais parler de ça, puisque je les connais un peu. À l'époque, on était des astronautes nationaux, puis on a rejoint l'Agence spatiale européenne en 99 pour les astronautes des différentes nationalités européennes. On était encore un peu dans l'époque des pionniers. Moi, j'ai connu Valentina Tereshkova, j'ai connu Alexis Leonov, j'habitais à la porte d'à côté pendant 10 ans sur le palier de mon appartement à la Cité des Étoiles. On était encore dans une coopération très bilatérale, privilégiée à cette époque entre la France et la Russie, c'était du franco-russe. Puis on a vu arriver les Européens, les Américains, avec le programme Shuttle Mir et la construction de la Station spatiale internationale. Donc pendant ces 10 années passées là-bas, j'ai vu se transformer tous ces éléments. Et puis voilà, les profils étaient encore très monotypes, hein, je dirais, d'astronautes au XXe siècle. Puis très peu de femmes, 10% au moment de la sélection en 85. Aujourd'hui, alors en Europe, on a le corps des astronautes européens, je vais y revenir, je vais vous les remontrer, vous les avez vus. On a des astronautes qui ne sont pas des astronautes d'agence, qui sont des astronautes experts, et peut-être que certains ici, parmi les plus jeunes ou même les moins jeunes, peuvent à un moment donné, peut-être que Bouygues aura la possibilité d'envoyer un de ses chercheurs experts en microgravité, voilà, travailler dans une station, dans d'autres domaines. Aujourd'hui, c'est possible, et il y a même ce que j'ai mis les Spaceflight Participants, voilà. Plutôt je m'adresse à tourisme suborbital, où il n'y a pas vraiment une recherche et un travail pour l'intérêt général qui est développé pendant ces missions. L'international, évidemment, en ce moment, il y a des taïkonautes, des astronautes chinois à bord de la station chinoise, il y a un émirati à bord de la station spatiale, il y a 2 Saoudiens qui viennent de redescendre. Voilà. Donc cette ouverture à des mondes beaucoup plus larges. Et puis, je rappelle, j'ai mis le pool de sélection de l'Agence spatiale européenne à la dernière sélection, c'était quand même 22 500 candidats. Et il y a eu 17 recrutés. Hein, bon, il commence à y avoir un intérêt et des gens vraiment multicompétents, des profils absolument extraordinaires. Et il y avait 24% de candidates. Et sur les 17, il y a 8 femmes. Donc on est à 49%. Ça bouge. Donc ça, c'est ceux que vous connaissez bien, qui ont tous volé et qui sont les candidats à l'étape lunaire là, dans les années qui viennent. La sélection autour de Thomas Pesquet, celle de 2008. Et puis voilà, aujourd'hui, des possibilités d'accès à l'espace qui sont transformées, soit en orbite, soit en suborbital, et même des stations commerciales privées qui sont en cours de développement et probablement de lancement assez vite. Les nouveaux astronautes de l'Agence spatiale européenne, alors je ne vous les représente pas pour aller voir, il y en a 5 qui sont à l'entraînement aujourd'hui, dont Sophie Adno, hein, donc notre astronaute française, puis je vous ai mis Arnaud Prost, qui est un candidat réserve et dont j'espère qu'il aura aussi la possibilité de voler.
Cette diversité des profils et des équipages, c'est pas seulement le genre, hein, je l'ai évoqué parce que en général, je le fais toujours, sinon les messieurs ne le font pas. Des différences de culture à l'international, j'ai dit 2 générations, il y a des rookies et puis des vétérans qui sont à 6 ou 7 vols spatiaux. Des gens qui ont des compétences strictement spatiales, ingénieurs aérospatiaux, puis des gens qui ont des compétences vraiment d'autres domaines. Je vous ai même mis le vol russe où il y avait un producteur de cinéma et une actrice, et le film va sortir bientôt. J'ai vu le teaser du film, et Tom Cruise est en attente de son prochain vol. Et puis militaire et civil. Là, les 3 types de lanceurs qui nous permettent d'aller en orbite aujourd'hui, le Falcon 9 de SpaceX, toujours la fusée Soyuz, hein, c'est l'accès pour le vol habité, et puis la fusée chinoise, les 3 types de petites capsules qui permettent d'aller jusqu'en orbite, et les 2 stations spatiales qui sont aujourd'hui en orbite, ISS, et la station chinoise. Ouf, 4 minutes. Le rouge à lire, le rôle de l'Europe, et comment aujourd'hui, voilà, sur l'ensemble des ambitions des activités spatiales, mais aussi dans le domaine de l'exploration spatiale, où se situe l'Europe, comment elle porte son ambition d'être contributeur et partenaire essentiel de ces développements pour le futur. Et jusqu'à présent, c'est vrai que l'Europe était partenaire, je parle du domaine de l'exploration. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut remonter ce niveau d'ambition pour aller au-delà, en sachant que les enjeux sont majeurs, hein, géopolitique, cette puissance d'influence, la démonstration de savoir-faire, l'innovation, bien évidemment, j'ai quelques slides sur ça quand même, les enjeux de défense et de sécurité, le juridique, le sociétal, c'est une aventure de notre humanité et comment on se positionne, en sachant, et je l'ai mis dans le domaine de la coopération scientifique, on est toujours en partenariat international et vous avez vu qu'à bord de l'ISS, aujourd'hui sur les sujets de coopération scientifique, on coopère toujours avec la Russie sur ces sujets de la Station spatiale internationale, pas sur d'autres sujets, malheureusement. Alors, ça, vous allez en parler. Hein. Après, vous avez des interventions sur ces différents sujets, que ce soit du New Space ou du Next Space. Je ne sais pas quelle sera votre proposition aujourd'hui pour tous ces éléments de destination. C'est plein d'opportunités, mais aussi avec des risques nouveaux, hein, des risques technologiques, et certains nous en parleront. Les aspects de risque sur les enjeux de défense et de sécurité que j'évoquais, aller au-delà de la militarisation vers une arsenalisation, c'est quand même un sujet qui se pose aujourd'hui. Et puis la réflexion sur des traités de droits spatiaux qui ont été écrits en 1967 et qui voilà, n'étaient pas tout à fait correspondants à l'époque qu'on vit aujourd'hui. Alors, quelques éléments d'innovation en technologie ou sur des services, bien évidemment. Et vous allez avoir une belle présentation aujourd'hui de tous ceux qui participent à ces éléments, que ce soit sur des lanceurs, sur des capsules, sur des biopodes, des habitats lunaires, des constellations, enfin tout ce que vous commencez à bien connaître. Pour parler des nouveaux défis à côté des opportunités, ben là aussi vous aurez des présentations aujourd'hui, l'énergie solaire de l'espace, comment on gère ces débris spatiaux qui éventuellement peuvent nous empêcher d'accéder à l'espace dans l'avenir, comment on regarde, on gère ce trafic intense, tout ça, il y a des superbes projets en cours de développement. Bien évidemment, vous l'imaginez, depuis l'espace, ce regard et cette analyse et ces données collectées nous permettent de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe sur notre environnement terrestre. Tout à l'heure, je parlais de l'environnement extra-atmosphérique, sur lequel il faut être aussi très vigilant quant à sa préservation. Mais là, notre environnement terrestre et tout ce que le spatial apporte à ces éléments dans les développements, c'est absolument essentiel et vital aujourd'hui. Là, je vais aller très vite parce qu'on l'a déjà évoqué. Non, simplement, il y a quand même plus de 70 agences spatiales dans le monde aujourd'hui. Hein. À l'époque, il y en avait 3 ou 4. Donc, vraiment, c'est très, très important. Les entreprises privées qui sont bien sûr là aujourd'hui. Et puis, ce que j'évoquais aussi, le fait qu'on était souvent dans du multilateral agreement au XXe siècle et où on est passé aujourd'hui à
du multibilatéral, je dirais, dans certains éléments. On n'est plus complètement dans du multilatéral. Alors, cette ambition européenne pour la suite dans le niveau de l'exploration spatiale, jusqu'où on va, comment on y va, qu'est-ce qu'on apporte et comment on avance, les nouvelles destinations, au-delà de l'orbite basse, que j'ai eu la chance de fréquenter, qu'on exploite depuis plus de 20 ans. 8 secondes. Ah. J'ai presque fini, hein, je suis presque sur Mars. Après, je ne sais plus faire. Déjà la Lune, il y a le programme Artemis, on a tous entendu parler. Il y a un bel équipage qui vient d'être nommé pour le Artemis 2 qui permettra d'aller en 6 lunaire. L'idée de développer une infrastructure autour de la Lune. Le très beau vaisseau Orion avec son module de service proposé par l'Agence spatiale européenne, réalisé par l'Agence spatiale européenne, qui permet d'aller plus loin. Et puis, effectivement, des partenaires privés qui se disputent aujourd'hui la possibilité de nous emmener plus loin dans des destinations avec des propositions très innovantes, là aussi. Ah, là, l'équipage, ça pose quand même. Hein. Voilà, on est passé de la génération Apollo à la génération Artemis, avec Christina, hein, Artemis étant la sœur jumelle d'Apollo. Donc, voilà, il y a des femmes dans les équipages à destination de la Lune. Et puis, ça permet, en imaginant cette destination lunaire, de penser l'ailleurs, de penser autrement. Et là, je suis ravie d'être avec Clarisse Angelier ici, avec la NRT, parce que c'est cette réflexion de embarquer un peu tout le monde sur ces sujets en se disant c'est une plateforme d'innovation absolument extraordinaire que de se retrouver dans cet environnement hostile avec des solutions à apporter qui ne sont pas obligatoirement dans la tête des acteurs classiques du spatial. On a besoin de logisticiens, on a besoin d'énergéticiens, on a besoin de constructeurs, on a besoin de gens qui vont faire de la connectivité, qui vont nous apporter la possibilité de communiquer, du domaine de l'automobile, bien évidemment. Voilà, on a besoin de tous ces partenaires-là pour continuer à avancer. Et là, j'ai mis une slide où je mets ce que, pour moi, l'Europe peut apporter, représenter, parce que c'est dans la diversité des approches qu'on peut mieux avancer dans ces domaines d'innovation, voire de disruption, en ayant en tête ces sujets que j'affectionne, qui sont ceux de la soutenabilité, du bien commun, de l'intérêt général, du multilatéralisme. Bon, tous ces sujets-là qui ne sont pas obligatoirement ceux qu'on entend par ailleurs dans d'autres propositions. Voilà, avec cette exploration au bénéfice de l'humanité. Ça pourrait ressembler à ça, à un moment donné, quand on aura des... Ah, normalement, je vais jusqu'à Mars. Mais là, il s'est bloqué. Bon, Mars, pour l'instant, c'est quand même une magnifique désolation, hein, comme Aldrin l'avait dit de la Lune. Mais il y a des petits appareillages ou plus gros appareillages robotiques absolument merveilleux. On est quand même dans le génie de l'ingénieur avec Ingenuity, le petit drone qui se déplace dans la petite atmosphère martienne et puis ces rovers très performants. On est quand même encore loin d'y avoir des équipages. Et puis voilà, là, moi, c'est ce qui me passionne, ce qui reste encore à découvrir. On n'est plus dans l'exploration habitée, mais les planètes extrasolaires, le Soleil, Jupiter et ses lunes glacées, Mercure avec Bepi Colombo, hein, c'est de l'autre côté. Et puis d'arriver à visualiser aujourd'hui les ondes gravitationnelles et les trous noirs, moi, ça me fascine. Ça restait quelque chose qui était très intellectuel. Et James Webb Télescope, quand même, hein, on a tous les jours des images qui nous embarquent dans des moments extraordinaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claudie, pour ce brillant exposé qui nous a emmenés véritablement, qui nous a transportés et fait voyager dans l'espace. On va passer maintenant à une petite séance de questions-réponses. Je vais peut-être poser la première. S'il y avait une chose qui vous semble la plus importante pour l'exploration spatiale, ce serait quoi la chose sur laquelle il faut se battre pour véritablement continuer ces explorations spatiales ? Je pense vraiment que le sujet de la soutenabilité, de la durabilité est quelque chose d'important. Voilà. Moi, je suis confrontée quand je vais dans les écoles d'ingénieurs, hein, des questions où on me dit on doit renoncer à ce rêve de l'exploration aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'enjeux terrestres, on a laissé passer des choses, il y a eu un déficit d'attention par rapport à notre environnement, qu'on doit réparer ce présent et renoncer à ce rêve. Et donc,
Je pense qu'il faut aujourd'hui penser l'exploration en pensant sa pérennité, sa soutenabilité, sa possibilité d'être distribuée au bénéfice de l'humanité tout entière. Donc voilà, c'est cette vigilance-là, ce qui veut dire que cette vigilance, elle nécessite qu'on fasse des propositions, un narratif, un récit qui embarque tout le monde, qui embarque la société civile, les non-space acteurs, les politiques, voilà. Et on n'y est pas encore. Voilà. Donc la soutenabilité, la durabilité de cette aventure-là, parce que la planète Terre, elle restera la planète Terre, mais notre humanité et la façon dont notre humanité pense le long terme et la suite, je pense que c'est important. Si on n'est pas attentif à ça, je pense que ça peut impacter ces désirs d'exploration. Merci. Peut-être une question de la salle. Il y a des micros, un micro. Voilà, il y a une question à droite ici. Stéphanie, Jean-Paul. Merci. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez rapidement évoqué comment gérer tous les déchets qui sont en suspension, les risques, ce qu'il y a de collision quand vous êtes dans une station orbitale avec tous les déchets qui gravitent et qui tournent autour. Comment le gérer? Parce qu'il y en a de plus en plus maintenant et il y en aura dans le futur encore de plus en plus. Oui, c'est une question qui est au top de l'actualité des agences et des propositions justement d'innovation, et je pense que certains... Exactement. Cher MySpace va répondre à cette question. Voilà, ça va permettre d'entrer directement dans le sujet suivant. Après, pour revenir plus spécifiquement à la Station spatiale internationale, vous avez sûrement entendu à certains moments qu'il y a ces risques de collision, de conjonction, et on peut modifier l'orbite de la Station spatiale si on a été prévenu par ceux qui surveillent justement les positionnements des différents éléments en orbite. Alors, en sachant la précision du débris qui peut éventuellement impacter. Moi, dans la Station spatiale Mir, les hublots étaient très impactés, on voyait bien. Bon, alors, après, c'était des petites choses, mais sinon, on dévie la trajectoire. Et il y a même des moments où l'équipage rentre dans le vaisseau Soyouz au cas où il y ait besoin d'évacuer avant la conjonction. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Ingrid, peut-être une question à distance? Oui. Donc la première question, c'est quelle principale leçon utile quelle principale leçon utile sur notre planète va-t-on apprendre dans l'espace, en particulier pour la lutte contre le changement climatique? Bon, j'ai une demi-heure. Dans la slide où j'avais mis 20e siècle et 21e siècle, une des slides, j'avais rappelé que cette première prise de distance par rapport à la Terre, en particulier la photo de 68 d'Apollo 8, décembre, le lever de terre à l'horizon de la Lune, c'était un petit peu là où on avait pris conscience de la finitude de la planète et de son environnement hostile. Cette conscience écologique, on peut dire que c'est l'espace déjà qui l'a amené, ce regard à distance. Et puis aujourd'hui, par exemple, dans les éléments du GIEC, les variables climatiques essentielles, je pense à la France, 26 des 50 sont obtenues à partir de données recueillies dans l'espace, données qui aujourd'hui, grâce à la puissance de calcul, de collecte, d'intelligence artificielle, sont complètement intégrées entre les données spatiales et les données seules, et qu'on est même aujourd'hui en train d'imaginer de développer des digital twins of the Earth, des jumeaux numériques de la Terre, de façon à pouvoir améliorer les modélisations, faire des simulations de what-if scénarios en fonction des bus qu'est le méthane, localement, globalement. Enfin, vraiment, le spatial est un élément considérable pour une meilleure connaissance, prévention, action en anticipation de ces évolutions du changement climatique. Peut-être une dernière question? Alors, une question là-bas. Bonjour, vous évoquiez tout à l'heure votre fascination pour les trous noirs, mais est-ce qu'aujourd'hui le néant peut s'appliquer à l'innovation? Qu'est-ce que l'on peut trouver dans le néant? C'est pour la conclusion, ça. Voilà, exactement. Ça sera effectivement la table ronde finale. Non, c'est pas un rapport avec l'innovation.
Mais je me souviens d'être restée sans voix, comme je le suis aujourd'hui, pour répondre à votre question, quand un petit garçon dans une salle, 7-8 ans, se lève et dit « Madame, vous qui êtes allée là-haut, répondez-moi, est-ce qu'il y a un bout à l'univers ?» Merci beaucoup, Claudie.